Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau débriefing. Nous recevons aujourd'hui Maître Emmanuel Ludo, qui est avocat au barreau de Reims. Bonjour Maître. Bonjour. On vous avait reçu précédemment pour évoquer le cas d'une soignante, enfin d'une secrétaire administrative dans un cabinet de soins dont vous aviez obtenu la levée de la suspension. Et aujourd'hui, vous voulez nous raconter d'autres victoires sur le terrain judiciaire, mais cette fois-ci pour des soignants uniquement du privé, dont vous avez obtenu la réintégration, c'est bien cela? Alors, c'est tout à fait ça. Et je précise pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qu'il s'agit de soignants du privé, c'est-à-dire que nous allons plaider ces demandes de réintégration ou d'annulation des suspensions devant les conseils des prud'hommes qui sont plus à l'écoute des questions des salariés et qui veillent effectivement à ce qu'il y ait une harmonie dans les entreprises. Et nous ne sommes pas, bien sûr, dans l'état d'esprit des tribunaux administratifs qui s'occupent des soignants du public, Hmm. où la partie est bien plus ardue. Donc, l'idée principale que je développe devant ces conseils des prud'hommes, et pour l'instant, je suis plutôt bien écouté, bien entendu, c'est de dire que il y a d'abord, avant la loi, la convention collective. C'est la convention collective, c'est ce qui permet de mettre de l'huile dans le rouage des relations entre salariés et employeurs par branche d'activité. Chacun a son domaine et dans toutes les conventions collectives, quasiment toutes, il n'est pas prévu de possibilité de suspendre un contrat de travail sans rémunération, autre que pour un motif disciplinaire. Si un salarié commet une faute grave ou une faute lourde, il est mis à pied. Et cette mise à pied n'est pas payée. Parce Hmm. qu'on est en période, on est sur le terrain de la sanction. Là, on est sur le terrain officiellement qui n'est pas d'une sanction, mais qui en est une, déguisée, et qui fait que les conventions collectives, on fait comme si elles n'avaient jamais existé. Alors pourquoi on fait comme si elles n'avaient jamais existé? C'est parce que on était tellement pressé au mois d'août dernier de mettre en place cette loi qu'on a oublié qu'il fallait, branche d'activité par branche d'activité, prévoir de compléter les conventions collectives par des discussions entre partenaires sociaux et on n'avait plus le temps de le faire. Donc on s'est dit, pas grave, on va pas le faire. Hmm. Sauf que les conseils des prud'hommes, ils sont attentifs et qu'ils font en sorte que cette convention collective soit appliquée dans toute sa rigueur. Elle ne prévoit pas de ce type de suspension, on réintègre. Alors évidemment, et vous vous en doutez, les employeurs qui défendent bec et ongle cette loi, je ne comprends pas trop pourquoi, mais ils le font appel. Et nous verrons ce que les cours d'appel vont décider. Est-ce qu'elles vont être droit dans leurs bottes et appliquer avec rigueur la loi? Est-ce qu'elles vont regarder l'intérêt du salarié? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais Hmm. toujours est-il que nous avons ouvert une brèche et que des conseils des prud'hommes nous suivent, et notamment le conseil des prud'hommes de Saint-Brieuc et celui de Mulhouse, qui ont rendu plusieurs décisions sur lesquelles on ne va pas revenir, mais qui ont toutes le même objectif, permettre à ces salariés de revenir au travail. Alors, quand on vous avait interrogé il y a quelques semaines ou mois, vous aviez indiqué que vous étiez confiant dans la sagesse du Conseil des prud'hommes. Visiblement, en tout cas pour l'instant, en première instance, vous avez été exaucé et entendu. Qu'en est-il pour les soignants qui relèvent de la justice administrative ou pour les professions libérales de leur ordre, simplement? Est-ce qu'ils ont aussi des motifs d'espoir ou vous avez l'air de dire que c'est beaucoup plus compliqué pour eux? Alors, pour les salariés du public, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'il y a une sorte d'orthodoxie, de rigueur des juridictions administratives qui ne prennent pas en compte la situation de ces soignants. Il se trouve que grâce ou à cause du virus Omicron, un nombre important de soignants ont été touchés par le virus de la Covid-19 et se trouvent aujourd'hui réintégrés par le fait qu'ils bénéficient d'un certificat de rétablissement et qui va les protéger pour 4, peut-être même plus, au moins 4 mois. Dans 4 mois, comme vous le savez sans doute, nous aurons sur le marché le vaccin Valneva, qui est un vaccin à virus atténué, qui n'est pas un vaccin à thérapie génique et qui permet de l'appréhender peut-être avec plus de confiance que celui qui nous est imposé aujourd'hui. S'agissant des professions libérales maintenant, les professions libérales, ben, tout dépend des ordres. Et vous avez l'ordre des chirurgiens, vous avez l'ordre des kinés, vous avez l'ordre des médecins, et vous avez des ordres départementaux. Et c'est en fonction des ordres départementaux que l'on apprécie au cas par cas la situation des uns et des autres.
soit ils peuvent se faire remplacer, soit ils ne peuvent pas se faire remplacer. Et en fonction de cela, eh bien, au cas par cas, encore une fois, on essaie de trouver une solution qui leur permette de continuer à travailler, mais on ne peut pas dégager une jurisprudence pour eux. C'est vraiment, pardonnez-moi, mais du sur-mesure. Quand quand vous avez interrogé, vous parliez de faire feu de tout bois, d'attaquer cette loi article par article, de trouver ou de créer toutes les brèches possibles. Est-ce que cette fois-ci, depuis notre dernière entrevue, vous avez trouvé de nouvelles failles dans cette loi? Est-ce que la question prioritaire de constitutionnalité est toujours une voie Alors, tout à fait, elles sont toujours en cours. Elles sont en cours d'examen par la Cour de cassation. Elles n'ont pas encore franchi l'étape de la Cour de cassation pour rejoindre le Conseil constitutionnel, mais il y en a bien 5 ou 6 qui sont actuellement posées et qui, j'espère, vont donner des brèches supplémentaires. Mais je continue dans cette stratégie parce que je pense que c'est pas la meilleure, mais je pense que c'est la moins mauvaise. Vous êtes avocat, entre autres, très investi donc, dans les sujets de santé. Sur le terrain sur d'autres terrains que ceux des suspensions de soignants, vous êtes actif en tant que juriste, qu'avocat et aussi que citoyen concerné, engagé. Il y a une acquisition du laboratoire Pfizer récente qui vous a interpellé. Que vouliez-vous nous dire là-dessus? Ce que je veux vous dire, c'est que sans être taxé de complotisme, parce que dès l'instant où on parle de Pfizer de façon négative, on est un mauvais sujet. Pfizer a réalisé des profits sur le vaccin qui sont de plusieurs dizaines de milliards. On était au début de la campagne à 11 milliards. On est bien au-delà maintenant. Ils viennent de mettre sur le marché un antiviral qui va rapporter également des milliards, mais ça leur suffit toujours pas. Ils viennent de racheter pour 6 milliards 7, je crois, de mémoire, un laboratoire américain qui s'appelle Arena Pharmaceutical, qui est spécialisé dans les médicaments pour les péricardites, myocardites, maladies auto-immunes. Si j'étais mauvaise langue, et je suis très mauvaise langue, je dirais que on a des effets secondaires qui sont particulièrement ceux-là, myocardite, péricardite, maladies auto-immunes peut-être, enfin j'espère pas, qui vont être développés, qui se développent aujourd'hui au titre des effets secondaires. Et on a curieusement le laboratoire qui met en place ce vaccin et qui va contrôler les effets secondaires. La boucle est bouclée. Alors, on va me dire, mais ce sont les affaires. Ce sont les affaires. C'est la loi des affaires. Oui, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir dire stop. Il y a une limite à l'immoralité des laboratoires pharmaceutiques. Et effectivement, je suis surpris que le monde politique, et notamment les candidats à la présidentielle, ne se soient pas levés contre cette décision, n'aient pas dit effectivement vent debout ce qu'ils pensaient de cette acquisition comme étant particulièrement immorale. Personne n'en a parlé. C'est un entrefilet dans les journaux. On avait publié un article sur France Soir qui relatait le fait que Pfizer prévoyait, y compris, de vendre des médicaments subvenant traitant les effets secondaires de ses propres produits en rappelant le fameux sketch des Guignols qui était une caricature mais qui finalement n'était à certains égards qu'une anticipation. Et donc vous, partant de ce constat et de cette interrogation, de cette colère, peut-être, vous comptez entreprendre des actions en justice ou vous joindre à d'autres existantes sur ce sujet-là? Alors, ce que je vais suggérer à mes clients, c'est de procéder au rachat d'une ou plusieurs actions de Pfizer et de Arena Pharmaceutical et de faire en sorte, en tant qu'actionnaire minoritaire, de participer à des votes lorsqu'il y aura des votes des actionnaires. Alors, on n'a pas les moyens d'aller aux États-Unis pour effectivement participer aux assemblées générales, mais elles se font maintenant par d'autres moyens techniques. Et je pense qu'en tant qu'actionnaire, on va devenir petite souris à l'intérieur même de ces deux laboratoires et on va pouvoir exiger des réponses à des questions précises que l'on va poser. Une forme d'entrisme actionnarial? Alors, c'est une forme d'entrisme, c'est une forme aussi de capacité de nuisance, c'est-à-dire de poser les questions qui dérangent
et notamment qui dérange les gros actionnaires. Vous savez que les actions Pfizer appartiennent à un fonds de pension américain. Donc, ce fonds de pension américain, aujourd'hui, on s'aperçoit que la vente des vaccins dans le monde permet de financer les retraites des retraités américains. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on est effectivement la banque des retraités américains par le biais de ces vaccinations obligatoires. Une dernière question. Le temps de la justice n'est pas forcément celui de la science ou du contrat de travail ou des différents rythmes auxquels vos clients sont subis. Et en particulier, il n'est pas toujours le temps de la politique. Et on a l'impression que de plus en plus, le calendrier de gestion sanitaire en France est soumis à des impératifs politiques, peut-être encore plus qu'avant, avec l'élection présidentielle qui approche. Pensez-vous que les différentes échéances électorales et les inévitables secousses peut-être qui seront associées chambouleront le cours des procédures judiciaires en cours, ou bien vous pensez que la justice est assez solide pour suivre son cours indépendamment des secousses politiques? Alors moi, je pense que la justice, si vous voulez, inversement, pour répondre à votre question, inversement, je pense que le monde politique n'a rien à craindre de la justice aujourd'hui. Il n'y aura pas de décisions qui vont être un coup de tonnerre dans l'espace français. C'est pas parce qu'on réintègre 10 soignants que la politique du président de la République va être mise en cause. Non, par contre, moi, ce que je constate, c'est que le président de la République, il a habilement instrumentalisé le virus et qu'il a fait en sorte de faire coller le calendrier de la gestion sanitaire sur son propre calendrier. C'est-à-dire qu'il a prévu de lever effectivement toutes les contraintes matérielles liées à la gestion du Covid-19. Il annonce les bonnes nouvelles. Il nous annonce aujourd'hui qu'on n'aura plus de masques à l'extérieur. Il nous dit que le 16 février, on n'aura peut-être plus de masques à l'intérieur. Il nous dit que fin juin, ce sera la liberté totale. C'est-à-dire que inconsciemment, on lui dit merci. Et dans quelques semaines, il va se présenter à l'élection présidentielle. Donc, c'est l'homme présidentiel. C'est l'homme providentiel. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire du virus son allié principal. Alors, sur le plan moral, c'est abject, mais sur le plan, je veux dire, purement intellectuel, c'est un coup de maître, c'est un coup de génie, c'est évident. Il pourra dire, Monsieur Macron, merci Covid-19. Merci Covid-19. S'il est réélu, je pense qu'il sera réélu d'ailleurs, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais sur le calendrier judiciaire, vous pensez qu'il saura se tenir? Non, le calendrier judiciaire, les conseils des prud'hommes sont très indépendants. Ils regardent le dossier, rien que le dossier. Les tribunaux administratifs ont déjà donné le là, c'est-à-dire ne venez plus me voir, c'est pas la peine. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça que ça veut dire. Et les tribunaux judiciaires sont relativement indépendants et même très indépendants. Et ça, je ne crois pas du tout à une interaction. Ça, c'est très clair. Mais par contre, l'interaction levée des mesures sanitaires et calendrier présidentiel, je peux vous dire que ça a été impeccablement calculé. Entendu. Eh bien, merci beaucoup, Maître Ludo, de nous avoir accordé l'entretien pour faire le point. Nous le referons certainement dans quelques mois avec des nouvelles du front des tribunaux et des conseils de prud'homme où vous continuerez de défendre les soignants qui vous ont fait confiance. Merci, Maître. Merci, à bientôt. Au revoir, merci. À bientôt, à bientôt.